The following feature is from French national television in 1979. It was the first in a new series, Les Français du bout du monde, roughly the French at the ends of the globe, where Alain Clinet and Clinet Coachworks were the sole feature. Now, this was before cable and satellite, when there were a small number of non-commercial national TV channels. Much like our public TV today, there was an announcer between each program, and we see her here in a maternity dress with her first child, though today she's a grandmother. Subtitled, the program suffers a bit in quality because it had to be converted from the special French TV format to ours. And the whole show is quite Franco-centric and a bit arrogant. No surprise. But for the next 50 minutes, it's okay to love the French. De 22h20. Mais pour l'instant, nous allons vous faire voyager avec la première émission d'une nouvelle série que nous proposent Pierre Dostel et Jérôme Ecker sur les Français du bout du monde. C'est une série qui va à chaque fois nous présenter un ou plusieurs Français installés quelque part sur notre planète et qui, ailleurs, dans un autre lieu que leur pays d'origine, eh bien, se sont reconstruits une autre vie, une autre carrière. Première émission de cette série dans un instant qui va nous conduire en Californie à la rencontre d'Alain Clinet, jeune Français, donc installé là-bas depuis plusieurs années, constructeur automobile qui a un petit peu révolutionné cette industrie là-bas. Il va nous en parler lui-même. Il va nous raconter sa réussite et surtout son expérience. Les Français du bout du monde, la Californie. Près d'1 million de Français vivent à l'étranger. Certains sont devenus les Français du bout du monde. Quelle que soit leur aventure, leur existence, leur destin, nous avons choisi de vous les présenter tels qu'ils sont, même si parfois leurs témoignages authentiques peuvent surprendre. Aujourd'hui, un Français en Californie. Santa Barbara, une station balnéaire à la mode en Californie, située à quelques kilomètres au nord de Los Angeles. Une ville agréable, banale, où Alain Clinet s'est installé pour réaliser un rêve d'enfant, construire une automobile. Cette passion pour l'automobile naît dans le garage de son père, en France, à Angers. Très jeune, il aime dessiner des voitures. Et pour les réaliser, il apprend la mécanique. À 15 ans, il construit une dépanneuse, à partir d'une voiture accidentée qu'il transforme. 6 ans plus tard, alors qu'il termine à Paris ses études aux arts décoratifs, il construit une voiture de sport assez originale. J'avais 21 ans, c'était temps, parce que les années ça passe vite. Et puis j'ai fait les arts déco pareil, très rapidement, pour pouvoir impressionner mes professeurs. J'ai quitté les arts déco 3 mois avant la fin de l'année. J'avais dessiné une voiture dans ma chambre toute l'année et la voiture était exactement la longueur de la chambre parce que j'avais fait la voiture, les plans en pleine échelle dans la chambre. Et puis, je suis allé chez mon père, je lui ai dit j'ai besoin d'un tout petit coin de ton garage pour faire une voiture. C'était une voiture de sport, très très basse. On était allongé dans la position de conduite d'une Formule 1. Elle était très originale au point de vue design, elle était très aérodynamique. Elle n'avait qu'un seul essuie-glace, par exemple. C'est une chose qui est devenue populaire en France 15 ans plus tard. Elle avait une seule rampe d'éclairage à l'avant sous verre, qui est devenue populaire avec l'Alpine beaucoup plus tard. Mais cette voiture, c'était pour prouver un petit peu à vos professeurs que vous étiez capable de faire quelque chose pratiquement. C'est ça. Ou vous pensiez peut-être plus tard pouvoir exploiter cette voiture ou la faire construire même par un fabricant français. C'était trop tôt. Dans les années 60, au début des années 60, l'esthétique industrielle était quelque chose qui n'existait pour ainsi dire pas en France. Les gens ne savaient pas ce que c'était que l'esthétique industrielle. On a adopté en français le mot design. Dès que ça a été introduit ou que les gens se sont rendus compte du besoin de l'esthétique industrielle dans les années 65-70, et on a appelé ça immédiatement design.
je voulais faire des voitures qui soient plus jolies que les voitures actuelles, que les voitures qui étaient présentées, qui nous étaient présentées en France, en Italie, en Europe en général. C'était pas très ambitieux de votre part? Si, mais quelle est la raison pour un individu d'être sur la Terre? Il faut faire quelque chose et il faut, si possible, marquer son passage. La perspective de faire carrière en France n'enchante guère Alain. Les voitures sont encore dessinées par des ingénieurs et il est un designer. La reconversion sera sans doute trop lente en France et Alain veut imposer ses idées rapidement. Outre-Atlantique, les États-Unis apparaissent comme un pays libre qui accepte sans préjugés les idées nouvelles. Spécialement à ce moment-là, il y avait beaucoup plus de demandes aux États-Unis pour quelque chose de différent. Il y avait beaucoup plus d'argent qui coulait plus librement vers ce genre de choses. C'était beaucoup plus facile aux États-Unis. J'avais rien à perdre, je n'avais que 21 ans. J'ai vendu ma petite voiture de course. Avec l'argent que j'ai récupéré avec ça, je suis parti à New York, tout fier des 3 mots d'anglais que je savais. Et j'ai même pas pu pouvoir expliquer, en arrivant à Manhattan? Non, en arrivant à Kennedy Airport, j'ai même pas pu expliquer que je voulais aller à Manhattan. Je me suis trouvé très très seul pendant au moins une demi-heure, avec mes 2 valises au bout des bras, ne sachant pas s'il fallait que j'aille au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tout ça. Et puis, quelque chose qui m'a vraiment intéressé, dont je me rappellerai toujours, c'est que une personne est venue me voir avec un accent très parisien, me dit « T'es complètement paumé, mon vieux ». C'était une très belle fille, très gentille, qui m'a dit « Bon, j'étais venu chercher quelqu'un, il n'est pas là, je m'en vais à Manhattan, est-ce que tu veux profiter de la voiture ?» Alors, c'était un ange envoyé du ciel, je me suis dit « Bon sang, bien sûr, on y va ». Elle m'a invité à dîner en me disant que c'était sur On a House, ce qui veut dire un cadeau de la maison. Je lui ai dit « Quelle maison ?» Elle était coordinatrice à Carnegie Hall. Et la personne qu'elle était venue chercher, c'était Charles Aznavour, qui n'était pas arrivé à ce moment-là. Enfin bref, on est devenus de bons amis. On a passé 3 mois. Elle m'aidait tous les jours. Me présentait à des gens que j'aurais jamais eu la chance de rencontrer avant, comme était coordinatrice à Carnegie Hall. J'ai rencontré, par exemple, Judy Collins, la première fois qu'elle est venue à Carnegie Hall. M'invitait au party qu'il y avait après. J'ai rencontré pas mal de gens. J'ai appris à parler l'anglais. Pendant les parties, on boit un petit peu, on est un peu moins timide et puis on arrive à s'exprimer un peu plus rapidement. On se sent tout petit quand on parle pas bien la langue. Et il faut vraiment avoir un ami ou deux pour pouvoir garder la tête en haut. C'était dur pendant les premiers mois. Après 3 mois d'installation à New York, Alain décide de partir à Détroit. Il lui faut travailler chez les autres pour apprendre son métier. Il arrive dans la capitale de l'automobile, impressionné. Une grosse machine à sous, une ville qui est fondée vers une orientation bien spécifique, se faire de l'argent en faisant des voitures. Ceci est le premier dessin réalisé à Détroit de chez American Motors. Ils avaient besoin de quelqu'un qui apportait des idées nouvelles. Et pour dire franchement, j'ai apporté les idées de France. Comme vous le voyez, cette voiture a des pare-chocs en mousse d'uréthane, ce qui n'existait pas à l'époque. Carrosserie plus aérodynamique, avec un bon gros V8, traction avant, une caisse autoporteuse, un petit peu de tout ce que j'ai connu en Europe. Et c'était très simple de faire quelque chose qui soit très très différent à l'époque. Les questions aérodynamiques ont pris 15 ans à se réaliser sur le marché américain. À ce moment-là, plus il y avait de chrome, mieux ça valait, parce que l'acceptation du public était vers le chrome, vers l'esthétique extérieure, vers les grandes modes dont il était difficile de sortir la clientèle. C'est difficile de changer l'attitude d'un peuple vers une automobile. Je suis allé au travers de mes études beaucoup trop rapidement pour vraiment pouvoir comprendre la question facteur humain. Je vais vous donner une petite anecdote, par exemple. Dans la société dans laquelle je travaillais à ce moment-là, il y avait
Un service absolument restreint au point de vue accès, excusez-moi, un accès très restreint au point de vue sécurité, dans tout ce qui était recherche et développement. Un jour, un jeune homme de mon âge arrive dans mon bureau et regarde autour, regarde mon travail et tout ça. Je ne lui ai même pas demandé ce qu'il faisait là. Nous avons sympathisé immédiatement et on a décidé d'aller s'amuser le soir, d'aller danser, d'aller voir les filles et tout ça. Après avoir fait tout ça, nous sommes allés voir ses parents. Ils habitaient dans une très belle maison avec des grandes colonnes devant. Vraiment quelque chose de très bien dans un très beau quartier de Détroit. Je n'ai jamais demandé qui il était, je le connaissais par son prénom. Et je me suis retrouvé dans la piscine avec le père, la mère, deux des enfants. Et le père me demandait ce que je faisais. Je lui ai dit j'étais styliste dans telle et telle société. Il me dit, oh, ça vous intéresse là-bas? Je lui ai dit, c'est sensationnel. Il me dit, vraiment? Je lui ai dit, oui, à part qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il me dit, bon, pourquoi? Parce qu'on est en train de faire un modèle qui est un tel, qui est fait de telle chose et telle chose, et que ça est impossible de mettre un moteur dans ce modèle-là. Et il me dit, oh, c'est incroyable qu'ils fassent des choses pareilles. Le lendemain, le vice-président de la société m'appelle dans son bureau. Il me dit, Alan, nous ne sommes pas allés au travers de tant de problèmes pour te trouver un permis de travail et tout ça, pour que tu ailles au chairman of the board, au grand patron de la société, pour lui dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Et ça, c'était ma première grande leçon. Il a fallu que je me taise après pendant un certain temps. Et c'est une chose qui est très importante lorsqu'on devient un designer, c'est de savoir comment vendre se vendre soi-même avant d'essayer de vendre ses idées. Ça m'a pris longtemps pour pouvoir comprendre ça. Alain, est-ce qu'on peut expliquer en deux mots et à l'aide de quelques exemples le design? Voici donc un exercice de design sur une plateforme déjà existante. C'est une plateforme Renault en 1967 avec une carrosserie qui permettait de pénétrer un nouveau marché. Et sur cette voiture de base, on peut ajouter des accessoires qui permettent d'étendre ce marché avec une voiture fermée qui peut être une décapotable ou alors une petite camionnette avec l'avant simplement fermé et une station-wagon avec l'avant et l'arrière fermés. Et ça devient une petite voiture de ville et de campagne à usage multiple. De plus en plus, la pression de la part du comité de direction de réviser le design devient frustrant pour Alain. Aussi quitte-t-il après 7 ans son entreprise pour travailler indépendant dans une firme japonaise sous-traitante de pièces automobiles. Au cours d'un voyage qu'il effectue à Los Angeles pour cette société, il découvre la Californie. Je suis tombé amoureux de la Californie. Je suis venu en Californie à peu près un mois plus tard. Seul, il s'installe à Ventura, petite ville côtière située à proximité de Los Angeles. Pendant 2 ans, il continue à travailler de Californie pour les Japonais. Et puis un beau matin, je me suis dit qu'il fallait que ça finisse tout ça, qu'il fallait que je travaille pour moi-même. J'avais pensé depuis 1965, lorsque j'étais chez American Motors, qu'il fallait qu'un jour je devienne indépendant. Et j'avais l'idée de faire une voiture classique avec un moteur moderne. Et j'ai fait un petit dessin d'une voiture que j'aimerais faire. Cette voiture était un peu une caricature d'une voiture ancienne, l'expression de puissance au travers d'un long capot, mariée avec les avantages d'une voiture moderne. C'était un classique moderne. J'ai gardé ça en tête pendant très longtemps. J'ai fait beaucoup de dessins. Et ce jour-là, à Ventura, là où j'étais installé en Californie, j'ai décidé de tout arrêter avec Détroit, de tout arrêter avec les Japonais, de faire ma chose à moi. Fallait fermer les yeux et puis plonger, puis y aller à plein. Alors pendant que je pensais à tout ça, j'ai fait un sketch pendant le déjeuner un beau matin. C'est très sale, mais je l'ai gardé pour une question sentimentale. C'est un dessin qui est devenu presque exactement ce qu'est la voiture aujourd'hui. Je suis parti le matin même à Los Angeles. J'étais acheté une Continental Mark IV et toutes les pièces qu'il me fallait. Et le lundi, j'avais commencé la carrosserie de la voiture.
Et 6 mois plus tard, j'avais la voiture que vous connaissez aujourd'hui, la première. $10 000 suffisent à Alain pour construire son prototype. Mais hélas, cela représente une partie infime du capital nécessaire à la création de sa société. Les investisseurs, les banquiers boudent. Le projet leur paraît trop audacieux, surtout depuis la crise de 1974. Pourtant, Alain ne se décourage pas. Il cherche un moyen de concrétiser ce succès qu'il sent là, tout proche. Justement, le salon de l'automobile de Los Angeles ouvre ses portes. Aussi décide-t-il d'y exposer sa voiture pour remporter l'adhésion du public. Cette semaine-là, Alain rencontre une foule de gens, en particulier 5 clients qui comptent énormément dans sa réussite. Oui, bien sûr. Notamment Monsieur Marc Breslow, directeur à la CBS, est un homme qui est arrivé au salon de l'automobile en 1976 et il regarde la voiture pendant 20 minutes, il disparaît, comme les autres, pendant 1 heure, il revient au bout d'1 heure avec un appareil photo. Alors sans rien dire, je suis allé le voir, j'ai pris son appareil photo et j'ai pris une photo de lui devant la voiture. Et à peu près 1 semaine plus tard, je reçois un coup de téléphone de lui me disant s'il vous plaît, venez me voir chez moi, j'aimerais acheter une de vos voitures. Ces gens-là sont... Mes tout premiers clients étaient très spéciaux parce que je ne pouvais pas leur mentir du fait que je n'avais pas de société encore, que c'était simplement un projet et tout ça. Et ils sont venus m'offrir un acompte sans sécurité pour me permettre de commencer ma société. Je crois que ça demande un peu de courage. Moi, je ne le ferai pas personnellement parce que je sais quels sont les risques d'une petite société automobile nouvelle et tout ça. Je crois que le modèle que possède M. Breslow, le modèle de Clenay, est très important. Quel numéro? Oui, il a le numéro 4 qui est en fait la première voiture de série, car les premiers modèles ont été des prototypes. Et cette voiture-là, c'est vraiment la toute première qui a l'allure exacte de ce qu'ont les nouvelles voitures aujourd'hui. Ce que sont les nouvelles voitures aujourd'hui. Je pense qu'Alain a toujours eu l'idée de construire une automobile. Les vieilles voitures à roues en bois qu'il admirait dans le garage de son père. Il a non seulement dessiné et construit les premiers exemplaires de ses propres mains, mais il les a également vendus. Il ne dépendait de personne car c'était son projet. Et il m'a dit avec son accent français, une chose que je n'oublierai jamais, il faut que ça soit bon, car j'y mets mon nom. Après le salon de l'auto de 1976, Alain installe son usine à Santa Barbara, dans un hangar d'avion désaffecté. Là, avec quelques mécanos, il commence la fabrication de ses premiers exemplaires, d'une série qu'il limite volontairement à 250 modèles.
Alors, c'était très difficile au début. Un manque de personnel flagrant. Tel point que plusieurs fois, en rentrant à la maison le soir, je prenais des gens qui faisaient du stop. Et puis quand ils avaient l'air assez bien, je leur proposais un job. Tout ce qui était mécanique, il n'y avait pas de problème parce que nous achetions une Continental complète. Et on la démontait, on enlevait la carrosserie, ce qui fait donc, au point de vue mécanique, on avait tout ce qu'il nous fallait. Le choix mécanique nous a permis d'obtenir une garantie totale de chez Ford qui n'a jamais été accordée à quiconque avant. Nous sommes assez fiers de ça parce que ça nous permet d'avoir 7500 concessionnaires qui vont réparer nos voitures alors qu'on n'en a que 150 à 200 sur la route. Et ça, c'est énorme au point de vue commercial. En plus de ça, le département des transports américains, ce qu'on appelle les mines en France, voyant ça, nous font confiance immédiatement et nous traitent très très bien. Pour tout ce qui est sujet à répétition, on s'industrialise de ce côté-là. Mais pour tout ce qui est, par exemple, le fini, tout ce qui est la garniture intérieure, la peinture et tout ça, chaque voiture est une histoire en elle-même. Les clients, par exemple, commandent une voiture et choisissent leur propre couleur. Le client lui-même a l'impression qu'il a dessiné sa propre voiture. Pendant très longtemps, on en était une par mois. Et puis au bout de 6 mois, on est passé à 2 par mois, puis péniblement à 3 par mois. Au bout de la première année, on en faisait 3 par mois. Aujourd'hui, combien de voitures sortent par mois de l'usine? Une tous les 2 jours. Ça dépend de la longueur des mois, mais une tous les 2 jours. Et à la fin de cette année, on en sera une par jour. Et le nombre d'employés était de quel ordre au début? 3, moins inclus. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, à peu près 110, 120, 110 à peu près. Et à la fin de cette année, à peu près 170 à 200. De quelle façon sont rémunérés ces employés? À quel point de vue? Combien gagnent-ils? Maintenant, ils commencent à peu près 4,5 $, 5 $ par heure. Et les chefs de groupe se font à peu près 10 $ de l'heure. Et certains employés sur le plancher qui ont des responsabilités spéciales ici font à peu près 15 $ de l'heure. Est-ce qu'il y a des syndicats ici, chez Clenay? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas un produit de l'amour avec des syndicats, à mon avis. Au moins pas dans ce pays-là. Que je préférerais réduire la société à 5 employés et faire une voiture par mois. Et plutôt que d'avoir des syndicats. Ils ne veulent pas les syndicats ici. On les paie à peu près 10 à 15% de plus que la moyenne dans les alentours. Et pour ça, ils sont très heureux et ils nous sont assez fidèles. They don't have the French one for this anymore. Si on se tutoyait dans ce langage, je crois qu'on se dirait tous. Les employés m'appellent par mon prénom et j'essaie de garder cette camaraderie d'un bout à l'autre. Same transmission, same differential, same front and rear axle. Je m'appelle Kevin Parker. Je suis chef magasinier. Quand vous travaillez chez Ford, vous pouvez acheter la voiture que vous construisez. Est-ce possible chez Clenay? Non, ce n'est pas possible chez Clenay. J'aimerais pouvoir le faire, mais c'est une voiture réservée à une élite, donc à des gens qui peuvent se le permettre financièrement. N'êtes-vous pas frustré de construire une voiture que vous ne pouvez acheter? Oui et non. J'ai la possibilité de la conduire de temps en temps, et c'est suffisant. Je m'appelle Ken Broyer, je travaille à l'habillage intérieur. Que faisiez-vous avant de venir chez Clenay? J'étais secrétaire juridique. Quelle différence avec votre ancien travail? C'est plus excitant, plus créatif, l'ambiance y est plus décontractée. Il n'y a pas de syndicat chez Clenay. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça ne nous a pas manqué jusqu'à présent. On n'a jamais eu réellement besoin d'un syndicat. Quel est votre emploi chez Clenay? Je travaille à la conception des prototypes. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Drew Feiner. Si vous aviez une revendication à formuler, quelle serait-elle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'appelle Eda Marie Simon.
Je suis responsable des ventes chez Clenay. Je suis en relation avec les clients dès qu'ils commandent leur voiture. On choisit ensemble la couleur, les matériaux, les cuirs, et on détermine comment personnaliser la voiture. Quand vous travaillez chez Ford, vous pouvez acheter la voiture que vous construisez. Est-ce possible chez Clenay? Oui, il y a beaucoup de gens ici à l'usine qui ont acheté des Clenay pour eux-mêmes. Le pourriez-vous? Oui, si je le voulais. La Clenay. Une voiture des années 30 qui semble sortir des studios d'Hollywood pour un film avec Jean Harlow ou Greta Garbo. Une voiture qui nous rappelle l'époque du grand cinéma américain et des stars. Pourtant, sous ses aspects de voiture rétro, la Clenay possède toute la technique et le confort d'une voiture américaine moderne. Élégante, racée, soumise à son conducteur, elle se révèle sur la route agréable à conduire, sans passer inaperçue. Hélas, même si vous aimez conduire ou vous faire remarquer, la Clenay n'est plus à vendre. Ne regrettez rien car il vous aurait fallu plus de 60 000 $ pour acquérir cette merveille. Mais si vous êtes milliardaire ou collectionneur insatiable, vous pourrez toujours en acheter une d'occasion pour 100 000 $. Alain, nous nous retrouvons aujourd'hui, 3 ans après, au Salon de Los Angeles. Quelle impression ça vous fait, là, de retrouver deux Clenay et de voir les gens autour de vos voitures apprécier vos modèles? Ça fait 3 ans. C'était une histoire de vie et de mort pour notre société qui n'existait pas. Et maintenant, comme elles sont toutes vendues, cette série ici est toute vendue, c'est très relaxé quand on arrive ici. Actuellement, je suis venu ici pour voir ce qui se passait plus par curiosité qu'autre chose. Vous venez de me dire que vos voitures sont toutes vendues, alors pourquoi venir les exposer de nouveau? Il faut simplement dire au reste du monde qu'on est bien en vie, bien solide, et c'est bien de pouvoir dire non à quelqu'un. Dans 1 mois, nous sortons une nouvelle voiture, et à ce moment-là, je serai très anxieux de voir la réaction du public et tout ça. Mais pour le moment, nous avons été gâtés, je crois. On a annoncé au premier client la sortie de la nouvelle. On leur a envoyé une photo d'un dessin en leur disant ça va coûter 65 000 $ au début. On vous donne priorité parce que vous étiez les clients qui m'ont fait confiance au début. En 2 semaines et demie, on a vendu 50. Alain, on était hier au salon de l'auto. On a vu qu'il y avait sur les stands de nombreux concurrents. Il y a une question qui se pose. Comment la Clenay a-t-elle pu s'imposer avec autant de concurrents? Quand nous avons commencé notre affaire, il n'y avait absolument aucune concurrence. Je dirais pas absolument. Il y avait l'Excalibur qui existait déjà depuis 12 ans. Et c'est un marché complètement différent. Les voitures sont des voitures de moitié moins en prix. Et la finition est différente. Ce n'est pas du tout le même marché. En Californie, tous les gosses de 16 ans jouent avec leur voiture. Ils y mettent des gros moteurs énormes sur des toutes petites voitures pour avoir des performances extraordinaires, tout ça. Un garçon de 18 ans sait fabriquer une voiture en Californie. Pas tous, bien sûr, mais beaucoup. Il me voit arriver de France, mes mains dans mes poches, comme nous sommes apparus sur les journaux, les magazines et tout ça, croyant que c'est très facile, le petit Français l'a fait, on va le faire nous aussi. Alors, ils font un prototype, ce qui est assez facile à faire. Et puis, ils arrivent sur le marché, croyant qu'ils ont une société. Alors, ils sont, comme nous l'étions, sans argent au début. Ils n'ont aucune connaissance du marché. Ce sont des mécaniciens, mais ce ne sont pas des designers. Personnellement, je trouve qu'ils sont gênants, dans un sens, et qu'ils abîment l'image de ce marché. J'aimerais bien pouvoir toutes les dessiner, mais ça ne m'est pas à faire. That was nice. That red car is why we needed that, because it just drives right out of the whole thing. It just drives right off there. You got a cut glass ashtray. Yes, and a cut glass windshield. These little wind things. No, don't put your hand on it. And yeah, this is real luxury, isn't it? Isn't that something, though? Yeah. Wonder what. It's beyond luxury. Yes, right. But it is beautiful. I don't know what the... Dans la presse, journaux et magazines racontent l'histoire de ce petit Français né à Angers, qui a séduit l'Amérique avec sa voiture et son sourire. Nombreuses sont les publicités qui affichent leurs produits avec la Clenay.
On téléphone à Alain pour un show de télévision, une marque de parfum, une collection de mode, un concours d'élégance. Pour sa promotion, un magasin de luxe célèbre aux États-Unis lui achète même sa voiture et la revend aux enchères quelques mois plus tard. Elle sera vendue plus de 100 000 $. Ainsi, grâce aux relations publiques de sa société, on commence à connaître le nom d'Alain Clénet. À Orange County, l'un des quartiers les plus en vogue de Beverly Hills, où il est coutume de se montrer avec des objets étonnants, la Clénet fait fureur. Sur les routes californiennes, on remarque les Clénet et leurs conducteurs. Ces clients d'Alain qui n'ont jamais eu de problème pour s'acheter un rêve et qui ont fait de lui le 7e constructeur automobile des États-Unis. Quelle est votre profession, monsieur Erickson? Je suis propriétaire retraité d'une importante chaîne de restaurants aux États-Unis. J'ai environ 1000 restaurants. Pourquoi avez-vous acheté une Clénet? Parce qu'au début, elle ne coûtait que 35 000 $ et qu'aujourd'hui, elle en vaut 75 000. Aussi parce qu'elle était très belle et que je n'ai pas pu résister. Vous utilisez souvent votre voiture? Non, pas très souvent. J'ai peur d'aller dans certains endroits où il y a trop de monde qui tourne autour et je n'aime pas ça. Mais j'utilise mon autre voiture très souvent. Combien de kilomètres a cette voiture? Elle vient d'avoir 2 ans et elle n'a que 1200 kilomètres. C'est très peu. Quel est le numéro de cette voiture? Elle porte le numéro 25 sur 250. Achèterez-vous le nouveau modèle? Oui, j'ai déjà déposé un acompte et je vais l'acheter. Est-ce qu'il y a des clients aussi qui achètent parfois plusieurs voitures, 2 voitures, 3 voitures, même 10 voitures? Oui, à tel point qu'on a diminué la... On a fait des restrictions. Il faut que... La règle du jeu, maintenant, chaque client peut acheter 2 voitures par an au maximum. On a eu, par exemple, un salon d'auto, un client qui est venu de Londres, qui voulait en acheter 10. Il est d'origine arabe. Et on lui a dit non, alors il a dû en acheter qu'une seule à ce moment-là. Et il m'a dit, bon, ben, quand la voiture sera prête, faites-la, envoyez-la moi par avion. Puis à peu près 3 mois plus tard, j'étais à Londres, j'étais dîner avec lui, il m'a dit, est-ce que ma voiture est prête? Je lui ai dit, non, pas encore, mais elle sera prête à temps, tout ça. Il m'a dit, j'aimerais bien que vous me l'envoyiez par avion, mais telle et telle ligne. J'avais complètement oublié qu'on a une ligne aérienne qui nous appartient. Société de transport aérien. Et puis plus tard dans la conversation, il sort un petit chéquier du genre anglais, tout petit chéquier avec un petit chèque qu'il écrit à mon ordre pour $1 million. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, je vais acheter votre société. Je dis, après taxe, ça va faire un petit peu beaucoup. Ça va faire vraiment très peu. $1 million, c'est quand même pas beaucoup. Et puis, j'aurais plus rien pour m'amuser avec mon temps et tout ça. Il me dit, $2 millions, c'est le maximum, parce que le premier million, c'est celui qui compte. Le deuxième, c'est facile à faire. Alain, avec les problèmes de rationnement d'essence qu'il y a actuellement en Californie, est-ce que la mentalité des Américains n'est pas en train de changer foncièrement en matière d'automobile? Il y a une chose très intéressante qui est arrivée en 1974 lors de la première crise, a été que tous les Américains sont portés pendant 2 mois vers de toutes petites voitures, d'où la création de la Chevette et puis toute cette petite voiture d'origine mécanique européenne. Et puis, à peu près 5 mois plus tard, après que l'industrie se soit portée vers les toutes petites voitures, tout le monde voulait des grosses voitures à nouveau parce qu'ils se sont rendus compte que, après tout, il n'y avait pas tellement de manque d'essence. Et ici, on produit autant d'essence qu'en Arabie Saoudite, aux États-Unis. Comment expliquer donc cette crise de l'énergie? Parce qu'on a été glouton un peu, et puis qu'il est temps d'arrêter. Il y a quelque chose de très très incertain. On ne sait pas d'où viennent ces restrictions. Si c'est un jeu du gouvernement, c'est un jeu de l'industrie pétrolière, ou si c'est vraiment le manque de pétrole. Mais on a eu quelques restrictions dues au fait que, pour des questions politiques, quelles qu'elles soient. Et ces restrictions, que ce soit 2% ou 5%, font que ce sera 2% ou 5% plus embêtant d'avoir de l'essence à la pompe, c'est tout. Je m'appelle René Barge. Vous venez de France pour chercher votre Clénet? Non, je viens pas de France. J'habite en Amérique depuis 20 ans.
à Newport Beach et j'ai acheté 2 Cleney. Vous avez acheté 2 Cleney? Ah oui, monsieur, j'ai acheté 2 Cleney, oui. Pourquoi 2? J'ai acheté 2 parce que la première, ça va être pour moi personnellement, et la deuxième, je vais la revendre pour réaliser un petit profit. On arrive à réaliser un profit avec une Cleney en la revendant? Le profit est presque déjà de 50%, et en principe, d'ici 1 an ou 2, comme il y en a eu seulement 250 voitures de fête, le profit devrait monter, le prix de la voiture devrait monter beaucoup. Quel travail avez-vous en Californie? Je suis restaurateur, monsieur. Est-ce que vous avez l'occasion de revenir en France? Je viens en France tous les ans, monsieur. Vous allez revenir avec une Cleney en France? Non, je ne veux pas revenir avec une Cleney, non. Non, malheureusement pas. On n'aura pas la chance de la voir donc sur les routes de France. Monsieur Cleney, peut-être lui-même, en apportera une en France, mais moi, je ne peux pas, monsieur. Vous pensez qu'une voiture comme la Cleney peut intéresser l'Europe et les Français? Oui, on s'intéresse au marché de l'Europe, de toute façon, parce qu'il y aura toujours la quintessence qui voudra quelque chose que les autres n'ont pas. Et il y aura toujours, même chez les communistes, il y a un système capitaliste très intense. Les gens veulent nécessairement, c'est la nature humaine, ils veulent quelque chose que les autres ne peuvent pas avoir. Je m'appelle Orville Weiner. Je suis docteur, spécialiste à Las Vegas. Pourquoi avez-vous acheté une Cleney? J'ai compris tout de suite que c'était une œuvre d'art, une merveilleuse automobile. Je suis fier de la conduire. C'est presque un Rembrandt. Alain, nous sommes ici à Las Vegas. Est-ce que vous avez de nombreux clients qui achètent vos voitures et qui habitent Las Vegas? Oui, nous en avons quelques-uns. Ce sont des gens de toutes sortes cette fois-ci. On a un docteur, un entrepreneur, un artiste de cinéma, un chanteur. À ce propos-là, c'est assez amusant comment ce chanteur est venu nous acheter une voiture. Il n'est pas venu actuellement. C'est moi qui suis venu à Las Vegas pour passer le week-end. Et ce chanteur-là, qui s'appelle Wayne Newton, a vu cette voiture. Et Wayne Newton, c'était quand même un type très important. C'est Monsieur Las Vegas, il est connu dans tous les États-Unis. Et quand il a vu la voiture, il a dit, est-ce que je peux avoir cette voiture-là ce soir pour mon show? Alors je lui ai dit, bon, ben, pourquoi pas, d'accord, faut m'inviter. Alors il m'a invité à sa table. Et nous étions avec le grand patron de la firme qui l'emploie. Et quand il est revenu après son show, il nous a demandé est-ce qu'il pourrait avoir cette voiture-là. Il voulait l'acheter. Alors je lui ai dit non, on n'en a plus à vendre. Et son grand patron s'est penché très gentiment près de moi et dit je n'aime pas refuser quoi que ce soit à mes chanteurs et je veux cette voiture. Alors j'ai dit ça m'est bien égal, n'est pas à vendre, mais quand elle sera à vendre, je vous appelle. On a fini la soirée comme ça, à peu près 2-3 mois plus tard. On a appelé son directeur, on lui a dit la voiture est à vendre. Il a dit bon, ben lui, dites pas, on va lui acheter en tant que petit cadeau. Et Monsieur Wayne Newton aujourd'hui a une Cleney. Est-ce que vous vendez plus à Las Vegas qu'à Los Angeles ou dans d'autres villes? Los Angeles encore, parce que Los Angeles a été notre première ville. Là, nous avons fait le plus de salons automobiles et tout ça. Las Vegas, si vraiment on s'en occupait, si on avait besoin de vendre des voitures en ce moment, je crois qu'on pourrait faire un malheur ici. On va parler un petit peu des projets maintenant, de vos projets. Et notamment, donc, vous allez, je pense, déménager d'ici pour vous installer dans une nouvelle usine. Et je voudrais qu'on parle de cette nouvelle usine. Cette nouvelle usine fait à peu près 2,5 fois la grandeur de celle-ci. Elle sera faite première classe, d'un bout à l'autre. Je voudrais faire le portrait à l'extérieur de l'usine, de ce que nous faisons à l'intérieur. Ce serait une très belle réalisation. Nous nous sommes organisés pour pouvoir finir la première série juste avant le déménagement. Et on commence la deuxième série dans cette usine. Elle sera en route pour une fabrication d'une par jour au 1er janvier pour l'inauguration de la nouvelle usine.
Alors c'est la nouvelle Cleney, la Cleney numéro 2. C'est ça. Différente de la première. Au point de vue style, c'est la petite sœur. Au point de vue mécanique et carrosserie, c'est une voiture qui n'a aucune pièce en commun avec l'autre. C'est une voiture toute nouvelle qui emploie les toutes dernières techniques de Détroit de chez Lincoln Mercury, Ford. Et au point de vue carrosserie, c'est une voiture dont tous les éléments sont emboutis à Détroit et tout le travail à la main est fait ici. Après la deuxième série des Cleney, une troisième série peut-être plus sportive. Oui. C'est amusant comment on évolue. La première voiture, c'était une voiture que je voulais pour moi-même. Depuis ce temps-là, je me suis marié. Avec les enfants, il me faut une 4 places. La deuxième série sera donc une 4 places. Maintenant que je vais avoir une 4 places, je vais vouloir une voiture pour pouvoir m'amuser quand je suis tout seul ou avec ma femme. Et pour ça, ce sera une voiture 2 places à nouveau, à haute performance. Actuellement, ce sera la voiture de série la plus rapide des États-Unis, à moins que quelqu'un nous batte. Ce sera une V8 à turbo, avec 4 vitesses ou automatique ou manuel. Suspension indépendante et frein aux 4 coins et tout ça, avec toute la technique moderne. En 1974, Alain épouse Sharon, une Américaine qu'il rencontre en Californie. Au début, elle participe avec lui à l'élaboration du prototype et accueille les différents clients sur le stand durant le salon de l'auto de 76. Mais depuis la naissance de leur fille, Sharon ne participe plus aux activités de son mari. Elle préfère s'occuper de sa maison qu'Alain possède sur l'une des collines de Santa Barbara. Okay. Bye-bye. Yeah. Okay. Want that hat? There. C'est mamie. Bon. J'ai eu la chance de vivre en France, dans l'Anjou, qui est dans un sens un certain paradis. C'est très joli, c'est très vert, tout ça. J'ai eu la chance d'avoir un père qui, même s'il travaillait très dur pendant toute l'année, prenait un mois pour sa famille et nous emmenait à Majorque pendant une quinzaine d'années. Et j'ai trouvé que je me suis dit qu'un jour, je vivrai dans un coin où ce sera, où il y aura la relation entre la montagne et la mer et le côté balnéaire et le côté travail, tous associés. Et ça, je n'ai pas pu trouver ça à Majorque, bien sûr. D'abord, on fait tout aussi bien que possible, à l'exception du travail, parce que l'atmosphère n'y est pas. En France, le climat n'était pas exactement ce que je désirais. Et j'ai voyagé après ça pour des questions d'affaires aux États-Unis, un peu partout, dans tous les États. Et puis, certains de mes clients étaient japonais, avec les bases à Los Angeles. Je suis venu en Californie, j'ai découvert la Californie, j'ai découvert Santa Barbara. Et ça vraiment, c'est vraiment le meilleur compromis que j'aurais pu faire. C'est vraiment très joli, très agréable. Et comment s'organise la vie à Santa Barbara? C'est un peu la même chose que partout au monde. Vous levez le matin, vous allez travailler, vous travaillez pendant la journée, vous revenez le soir. Mais tout ça, c'est chaque chose, chaque petit élément qui fait une journée. S'il est intéressant lui-même, ça fait la vie beaucoup plus facile, beaucoup plus belle. Le matin, on a un bébé qui nous réveille à 6h30 tous les matins, mais pourquoi pas se lever?
Ça me donne le temps d'avoir un café sur le balcon avec ma femme et puis de communiquer un peu mieux avec elle parce que vous me demandiez au sujet de ma femme. Au début, elle était très occupée aux affaires avec les affaires de la société. Depuis que nous avons fondé notre petite famille et tout ça, elle n'a pas tellement le temps. Et pendant la journée, je travaille. Et quand j'arrive le soir à la maison, j'ai pas tellement envie de parler du boulot. Je pense que le bonheur, c'est plutôt d'apprécier chaque chose, chaque jour, à sa propre valeur. Il y a bien des gens ici qui sont très heureux, qui font un travail, quel qu'il soit, et qui sont très proches de la nature. Ils vont faire de la marche dans la montagne, ils font du camping, ou ils s'en vont en bateau. Un bateau n'est pas nécessairement très cher, et l'argent n'est vraiment pas la clé au bonheur, je pense, ici. Alain, est-ce que vous avez souvent l'habitude de vous réunir dans cette sorte de piscine entre amis? Oui, ça arrive. Toutes nos plus grandes décisions au point de vue affaires se font ici dans la jacuzzi. On en a fait une blague, mais c'est une très bonne façon de partir de l'usine, de ne pas être dérangé, venir ici, et ça arrive à peu près une fois par mois. On a aussi, à l'intérieur de votre usine, on a l'impression d'une très grande décontraction. Est-ce que c'est le cas plus particulièrement de l'ambiance de travail californienne ou c'est une ambiance de travail dans toutes les États-Unis qui est comme celle-là? C'est un peu californien, mais personnellement, je pousse à ça parce qu'il n'y a aucune raison pour travailler sous pression si on peut s'organiser à travailler sans aucune pression. Tant qu'ils vont m'offrir la cadence de travail désirée, c'est mieux de travailler d'une façon plus relaxée. Et tout ça, ça provient d'une organisation et de systèmes qui ont été créés par mon directeur général, qui est ici en face de nous en ce moment. C'est un homme très très bien organisé qui nous a permis d'en arriver à ce point de relaxation. Alain, vous avez quitté la France depuis 13 ans à peu près. Vous avez une très belle maison à Santa Barbara, vos affaires ici aussi à Santa Barbara, une femme américaine. Est-ce que les États-Unis vous ont finalement complètement adopté? Oh oui, tout à fait au début. Les Français sont toujours très bien accueillis ici. Et puis, moi j'ai bien accueilli le système américain. C'était un peu difficile au début au point de vue affaires. Très difficile actuellement, pendant au moins 10 ans. Et puis on s'est fait l'un à l'autre, je crois. Les États-Unis sont un pays qui m'ont beaucoup plu dès le début parce que les Français étaient bien reçus. Est-ce que vous vous sentez plus américain que français maintenant? Point de vue famille, oui, certainement. Point de vue français, on reste toujours un petit peu français dans l'âme. Le langage est assez difficile à retrouver d'un seul coup comme ça, mais après une semaine en France, je parle couramment comme vous, je crois. La Californie a permis à Alain Clénet de réaliser son rêve. Dans quelques mois, le nouveau modèle va sortir de l'usine, auquel va s'ajouter une collection de produits de luxe portant sa marque. Aujourd'hui, Alain Clénet a réussi, peut-être au-delà de ses espérances. Il lui faut assumer ce succès face à la machine américaine qui le pousse à produire toujours plus. Satisfaire les exigences d'une clientèle habituée au luxe et qui a trouvé en lui une façon de s'extérioriser. Une mode n'est-elle pas éphémère, aussi fugace qu'un rêve d'enfant, un rêve qui est né il y a 25 ans, dans une automobile.